pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Joe Biden appelle les alliés de l'Ukraine à maintenir leur détermination et continuer d'aider Kiev à faire face à la Russie. Le président américain est à Berlin pour une visite d'adieu avant son départ de la Maison-Blanche. Joe Biden réitère sa condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine et formule l'espoir d'obtenir une paix juste et durable. Today, the Chancellor and I are going to discuss ongoing efforts to surge support to Ukraine's military, to shore up Ukraine's civilian energy infrastructure, which is under constant assault and bombardment from Russia, and to help Ukraine recover by unlocking the value of frozen Russian assets. De son côté, Olaf Scholz assure que l'Allemagne soutient l'Ukraine de toutes ses forces. Le chancelier dit aussi veiller à ce que l'OTAN ne devienne pas un belligérant afin d'éviter que la guerre ne se transforme en une catastrophe encore plus grande. Fin de citation. Mr. President, von Beginn des Krieges an haben wir uns über den Atlantik hinweg ganz eng miteinander abgestimmt. Das hat uns stark gemacht, das hat das Bündnis stark gemacht und das werden wir fortsetzen. Unsere Haltung ist klar, wir unterstützen die Ukraine so kraftvoll wie möglich. Un peu plus tôt, avant sa rencontre avec Olaf Scholz, le président américain a reçu l'Ordre national du mérite pour sa contribution à la relation transatlantique et à la défense de la démocratie. La réalité est qu'en pratique, la politique est que nous établissons les règles pour les États-Unis. Nous établissons les règles et nous les enfreignons quand nous le voulons, quand nous le pouvons, quand cela sert ce que nous croyons être nos intérêts géopolitiques. Beaucoup de messages et de médias différents de la Maison-Blanche et du Congrès, ainsi que des médias américains et des médias alignés ailleurs dans le monde, disent, comme vous l'avez mentionné, que lorsque les Russes bombardent un hôpital, c'est terrible, ce qui est vrai. Quand Israël bombarde un hôpital, ce qu'il a fait de nombreuses fois à Gaza l'année dernière, c'est regrettable. А мы-то все сами делаем. Мы сами и воюем, и технику делаем. Понимаете? Разница колоссальная на самом деле. Натовцам не жалко украинцев. Не их солдаты. Они обслуживают интересы США. В этом смысле им тоже не жалко. Вот. А мы-то должны думать. Мы думаем о своих солдатах. Думаем о технике. И когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир, в том числе и мирными средствами. Вот разница в чем. Dans ce qui concerne l'Ukraine, alors là c'est très intéressant, il faut voir les images de la sortie de la réunion, je dis bien la sortie de la réunion qui a eu lieu entre Trump et Zelensky quand Zelensky était aux États-Unis. Trump va sauver... Trump s'était prié, il ne voulait même pas le recevoir. Et puis, voilà, mais quand ils sont sortis, les déclarations des deux hommes et surtout l'attitude de Zelensky, je pense que Trump lui a garanti qu'il allait lui sauver la vie, ce qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la configuration dans laquelle nous sommes, si Kamala Harris et sa clique restent à la Maison-Blanche, quand les troupes russes se rapprocheront de leurs objectifs géographiques, Zelensky prendra une balle dans la tête par les ultranationalistes qui le contrôlent. Et je suis certain que ce que Trump lui a garanti, c'est que s'il est élu, il évitera cette issue-là. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est effectivement, on l'a toujours dit, Zelensky, avec le programme sur lequel il avait été élu, sur lequel il commençait à vouloir gouverner l'Ukraine, il n'avait surtout pas l'intention que la guerre s'intensifie, que tout ça. On sait bien que c'est cette petite bande ultranationaliste, néo-bandériste, néo-nazi qui est autour de lui, qui est contrôlée par les Américains, bien sûr, par certains membres de l'État profond américain qui dictent sa loi. Et il doit très bien savoir que dès qu'il bouge une oreille qui ne va pas dans le bon sens, il risque la balle dans la tête. Voilà. Et je pense que là, vu la façon dont il est sorti de cette réunion à laquelle Trump ne voulait pas, ne voulait tout simplement pas qu'elle ait lieu,
eh bien, déjà, Trump a rappelé comment pour lui tout ça est une catastrophe, parce que pour lui, ça aurait jamais dû arriver. Je pense qu'il aurait utilisé des leviers diplomatiques pour désarrimer l'Europe de la Russie, parce que n'oublions pas que ça, c'est aussi l'objectif de Trump. Il a pas cessé de le rappeler. Hein. Je l'écoutais au Forum économique de Chicago avant-hier. Il disait, quand j'ai entendu parler de Nord Stream 2 avec Angela Merkel, je lui ai dit, vous êtes fous, quoi. Ou alors, il y a Nord Stream 2, mais vous me payez ce que vous devez me payer pour la protection de l'OTAN, ou alors, si vous payez pas, il y aura pas de Nord Stream 2. Voilà, hein, Trump, il est pas bête. Les intérêts politico-économiques américains, ils changent pas en fonction du patron, surtout sur cette problématique. Donc, il aurait forcé Poutine autrement, il aurait trouvé des accords économiques qui auraient favorisé Moscou et défavorisé l'Union européenne, et favorisé par rebond les États-Unis. Donc là, je pense qu'il veut remettre ça d'aplomb et que ce pauvre Zelensky lui a dit, écoute, je te sauverai la vie si je suis élu, quoi. D'où la tête un peu soulagée de Zelensky et un petit peu le mauvais élève qui est rattrapé finalement par une bonne décision du surveillant et qui remercie le surveillant, quoi. Voilà. Si l'on est un Américain qui regarde beaucoup la télévision, on ne va pas voir qu'une seule publicité de McDonald's, on va en voir beaucoup. Et c'est parce que ceux qui vendent les Big Macs et ainsi de suite comprennent que l'essence de la vente, l'essence de la propagande, pourrait-on dire, est la répétition. Donc le message contraire occasionnel, même si ne sera pas aussi efficace. Et dans chaque guerre que les États-Unis ont menée, et il y en a eu beaucoup, certainement de notre vivant, il y a eu certains thèmes qui se répètent encore et encore. Comme vous le dites, ce qui s'est avéré être absolument faux, les prétendues armes de destruction massive en Irak, il est difficile pour la vérité de rattraper son retard ou de faire une différence, même après qu'elle ait été exposée comme un mensonge. Bien sûr, dans ce cas, comme c'est si souvent le cas, c'est après coup, c'est trop tard. Et je pense que c'était Mark Twain qui a dit qu'un mensonge peut faire le tour de la moitié du monde avant que la vérité n'ait mis ses bottes. Et c'est la répétition. Depuis le début, il s'agit d'une guerre de l'émotion. Il n'y a rien de pire que l'émotion parce que, comme disait Clausewitz, le dessein est politique. La guerre n'est que le moyen. Et quand il n'y a pas d'objectif politique, on est dans cette situation épouvantable où il y a une guerre depuis 3 ans, dans un continent qui est saturé d'armes nucléaires, donc il y a une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie, autour du statut d'un État tampon situé entre l'Allemagne et la Russie, c'est l'Ukraine. Donc c'est toujours été une zone géopolitiquement absolument majeure pour la stabilité du continent. Donc on a cette guerre, mais sans en connaître nous-mêmes l'objectif. On ne sait même pas quel objectif. On dit aussi longtemps que nécessaire. Et oui, le problème, c'est quand même grave, c'est qu'on a donné beaucoup d'argent, mais que comme si on ne contrôlait pas, c'est une sorte de taxation sans représentation. Voilà, c'est 300 milliards d'euros, beaucoup de morts à l'arrivée, sans objectif politique. Et aujourd'hui même, on ne sait toujours pas quel est l'objectif politique. US President Joe Biden's flying visit to Berlin has already come to an end. The president spent less than 24 hours in the German capital after his original visit, scheduled for last week, was postponed due to Hurricane Milton. During his trip, he met with German Chancellor Olaf Scholz and the French President and UK Prime Minister, where it is expected that the four discussed further support for Ukraine as Biden's time in office draws to an end. With this morning's news that the Hamas leader responsible for orchestrating last year's 7th of October massacre has been killed, it's highly likely that Israel and Gaza was a key topic on the agenda for the meeting. This is Biden's first and only official visit to Berlin during his time in office, and the first bilateral visit by a US president since Barack Obama visited Merkel over 8 years ago. Although experts say it's very unlikely that key decisions about Ukraine's future will come out of this visit, it does underline the importance of the German-US friendship. A friendship that may become less of a priority depending on the results of the election next month. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. Mais en plus du massacre qui a lieu régulièrement de nombreux civils et des effets négatifs en cascade, la situation empire en conséquence. C'était vrai en Irak, et l'intervention des États-Unis en Libye a essentiellement détruit le tissu de la société.
Oui, c'était un dictateur, Muammar Kadhafi, et pourtant, pour ainsi dire, la métastase du conflit là-bas a abouti à l'État islamique, à un effondrement de toute la société en Libye. Et nous devons encore faire face, ou plutôt, les gens au Moyen-Orient doivent encore faire face aux terribles conséquences qui en résultent. Zelensky a reçu quelques gouttes d'argent, vous savez, 1,7 milliard de la part des Allemands, mais il sait que ce n'est pas du tout suffisant. Les Allemands disent qu'ils ne peuvent pas donner plus. Le temps où ils pouvaient fournir à l'Ukraine des armes lourdes est révolu. Les Britanniques disent la même chose. Les Français disent la même chose. Alors Zelensky est retourné à Kiev sans les Américains. Le projet Ukraine est terminé. Les Américains s'en vont. Et Zelensky et l'Ukraine, les Ukrainiens sont seuls. Et l'Europe est impuissante sans les États-Unis. Absolument impuissante pour gérer le projet Ukraine, pour le soutenir. Et quelle gifle de la part de la Maison-Blanche de Biden. Ils annulent la réunion de Ramstein. Puis 2 semaines plus tard, il dit qu'il va aller en Allemagne. Il va accepter un prix, un ordre du mérite de Scholz. Quelle gifle pour Zelensky. Je veux dire, si ce n'est pas un message clair, je ne sais pas ce que c'est. Non, je suis d'accord. Comme je l'ai dit, c'est presque cruel. Je ne vais pas faire semblant d'être désolé pour Zelensky. C'était attendu. C'était attendu, cependant. Tout le monde s'y attendait. Mais on peut presque imaginer quelqu'un, à Washington, planifier cela de manière à humilier Zelensky de la pire façon. Je veux dire, c'est le signal le plus clair. Comme vous l'avez dit, le signal le plus clair qu'il annule la réunion clé, qui est celle de Ramstein. Et puis, il va aller en Allemagne. Mais pour faire quelque chose de complètement différent. C'est le signal le plus clair possible que les Américains en ont assez et s'éloignent. Quand je dis les Américains, encore une fois, je veux souligner qu'il y a encore des défenseurs de l'Ukraine à Washington. Il y a encore des gens qui veulent une escalade supplémentaire, et tout cela. Mais l'impression générale que j'ai, que le Pentagone a dit non, ça suffit. Nous ne sommes pas prêts à nous engager davantage et plus profondément dans le projet Ukraine. Et là où c'est grave, c'est que cette guerre, dont on ne connaît pas les objectifs, elle a déjà métastasé au Proche-Orient. Et on voit bien la connexion. Le Sud global se fout absolument de savoir ce qui se passera en Ukraine, parce que pour eux, c'est une guerre de blancs qui est un problème régional, local à l'Europe. En revanche, la guerre en Israël et à Gaza, c'est vraiment la guerre du Sud contre le Nord. C'est comment le super blanc qu'est l'Israélien massacre le Palestinien, qui lui devient le symbole du Sud global et de la lutte du Sud global contre l'Occident. Donc on a mis le doigt dans un engrenage, d'où le titre du livre, dans un engrenage infernal qui fait que non seulement on a une situation non résolue en Europe, qu'il va falloir qu'on s'en occupe assez vite, puisque à mon avis l'accord de paix, de cessez-le-feu va venir en 2025, tout le monde est épuisé, les Ukrainiens sont épuisés, nos arsenaux sont vides, plus personne ne veut payer, donc ça va s'arrêter en 2025. Mais il va falloir quand même trouver le moyen de stabiliser cet état tampon qui va être amputé du Donbass et de la Crimée, lui trouver des garanties de sécurité, lui trouver sa place en Europe. C'est un énorme défi qui nous attend et que personne ne discute chez nous. Personne. La France estime très inquiétant l'envoi de soldats nord-coréens en Ukraine. Selon les services de renseignement sud-coréens, Pyongyang a envoyé un premier contingent de 1500 soldats qui se trouveraient en ce moment en Extrême-Orient russe. À en croire Séoul, les soldats nord-coréens sont en train de suivre une dernière étape de préparation avant d'être déployés pour combattre en Ukraine aux côtés des Russes. Si l'information était confirmée, Paris estime qu'il s'agirait d'un fait nouveau, extrêmement préoccupant et extrêmement grave. Le service de renseignement national sud-coréen accuse la Corée du Nord d'avoir décidé d'envoyer jusqu'à 12 000 soldats pour aider la Russie en Ukraine. Selon Séoul, le premier transport de troupes s'est déroulé entre le 8 et le 12 octobre à bord d'un navire de la marine russe. Les renseignements sud-coréens pensent qu'une seconde opération de transport devrait avoir lieu d'ici peu.
Donc on a, selon tous les grands théoriciens militaires depuis Clausewitz, on doit atteindre à un moment ce qu'on appelle un point de culmination. C'est-à-dire qu'on peut considérer maintenant depuis un an, quasiment jour pour jour, que l'opération pour reprendre Avdiivka marquait le début du retour offensif de l'armée russe en général en Ukraine. Et on constate qu'au bout d'un an, ce point de culmination n'a toujours pas été atteint. C'est-à-dire que quand on atteint ce point de culmination, ça veut dire qu'on est obligé de stopper son offensive ou ses opérations offensives, on est obligé de se réorganiser avant d'en redémarrer d'autres. Or, les Russes ont joué à quelque chose qui était tout à fait inattendu de la part des observateurs occidentaux, c'est qu'au lieu de mener une grande offensive sur un seul secteur du front, ils nous ont joué un système qui ressemble un petit peu, mais au niveau tactique, à ce qu'ils ont fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'ils ont mené des petites offensives en permanence, par roulement, semble-t-il, sur les différents points du front. Alors, Avdiivka a joué un rôle très important dans la première partie de cette séquence, jusqu'à sa chute en février dernier, mi-février. Et puis ensuite, on a vu d'autres secteurs. On a vu aussi, je pense, un effet d'aubaine par rapport à ce qui s'est passé après Avdiivka dans ce secteur qui leur permet aujourd'hui de menacer Pokrovsk, avec des conséquences, il faudra y revenir, qui ne sont pas que militaires, mais qui sont aussi économiques et industrielles pour l'Ukraine, parce que autour de Pokrovsk se situent des infrastructures sidérurgiques clés pour l'Ukraine, et si elles sont menacées, je dis même pas si elles sont prises par l'armée russe, mais si elles sont menacées par les combats, on en a parlé nous hier sur notre Patreon, on a vraiment là des pans entiers de l'économie ukrainienne qui vont cesser de fonctionner. Et puis du coup ils ont poursuivi, alors ils nous ont ouvert un front à Kharkov pour attirer les réserves ukrainiennes et les étirer. Ils ont inversé le soi-disant piège de Koursk. Ils l'ont transformé en leur faveur en quelque chose qui est devenu ni plus ni moins la même chose que Kharkov, avec des conséquences qui seront pires, parce que là, on apprend hier encore de manière... Moi, en tant qu'expert militaire, je deviens fou quand je vois ça. C'est-à-dire que le saillant est en train d'être attaqué à sa base, et maintenant au sud depuis plus d'une semaine, et à sa base et sur ses flancs depuis maintenant presque 3 semaines, un mois. Et on voit bien que les Russes vont réussir à mettre un terme à la ligne de vie qui va de Soudzha à Soumy. Et on apprend hier que les Ukrainiens ont encore engagé des unités parmi les meilleures qui sont en leur possession pour pouvoir encore essayer de se bagarrer dans ce saillant, avec le risque, comme à Avdiivka, que quand on sonnera l'heure de la retraite, il sera trop tard. Parce que je le rappelle, à Avdiivka, alors Syrski, on nous dit il a fini par donner les ordres, mais finalement c'est arrivé trop tard pour certains à cause de la configuration urbaine du terrain. On a laissé vraisemblablement 1000 Ukrainiens sur le terrain, morts, blessés, prisonniers, disparus. Et puis on a laissé surtout énormément de matériel roulant, parce qu'il ne pouvait plus être évacué. Donc là, on risque d'être dans la même situation, avec un élément supplémentaire, c'est que depuis le début de la semaine, dans certains secteurs du front, et notamment dans cette région-là, puisqu'elle est la plus proche de Moscou, on a vu le retour de certaines neiges, on va avoir bien sûr le retour de la pluie, et donc si en plus vous n'avez qu'une grande route pour vous évacuer, et qu'à côté dans les champs, même si les véhicules de fabrication soviétique sont faits pour ça, mais pas ceux de l'OTAN, on voit qu'on engage des Challenger 2 ou des M1 Abrams dans cette zone. On a vu des photos ces derniers mois de ces engins dans la Rasputitsa. C'est limite si on peut pas dire qu'ils coulent tellement ils sont lourds, voilà, et qu'ils sont inadaptés à ce terrain-là. Donc, on a quelque chose de complètement fou d'un point de vue même militaire dans cette histoire. Donc, la situation militaire en Ukraine, la situation énergétique en Ukraine, tout va terriblement mal pour Zelensky. Toretsk est sur le point de s'effondrer. La Russie est sur le point de prendre Toretsk. Il y a beaucoup de craintes concernant la capture de Pokrovsk par la Russie, non seulement pour des raisons logistiques militaires, mais aussi à cause de l'industrie sidérurgique, l'usine de cokéfaction à Pokrovsk. Et puis vous avez le fiasco, la catastrophe qu'est Kursk. Oui. Par où voulez-vous commencer? Eh bien, commençons en fait. Where do you want to start? Well, let's actually where do you want to begin? Yeah. Let's start with the catastrophe. And then the energy infrastructure. Commençons par
Et puis l'infrastructure énergétique aussi, si vous voulez aborder ce sujet. Je veux dire, la chose essentielle à dire est que tout s'effondre sur les lignes de front. Je veux dire, bien sûr, les soldats ukrainiens se battent encore. Il y a des brigades particulières qui opposent une résistance intense à divers endroits. Mais cela commence à paraître de plus en plus fragmenté. Et nous commençons à voir des rapports, pas des rapports officiels, mais des commentaires de divers responsables ukrainiens, commentateurs et blogueurs. Et je veux dire, le découragement est là. Ils le savent clairement. Ils commencent clairement à avoir le sentiment que la guerre est perdue. Ce n'est plus une question de se battre pour la victoire. C'est une question de riposter pour préserver l'image de, vous savez, la résistance héroïque. Et dans certains cas, beaucoup de gens se demandent, eh bien, pourquoi combattons-nous du tout? Elsewhere on the front lines, it goes from bad to worse. As you rightly say, Toretsk is on the brink of falling. Comme vous le dites à juste titre, Toretsk est sur le point de tomber. Une ville fortifiée importante avec 30 000 habitants, l'ensemble de l'agglomération d'une zone où avant la guerre, environ 60 000 personnes vivaient, incroyablement fortifiée par les Ukrainiens. La résistance y faiblit, avec des rapports indiquant que les Ukrainiens se retirent progressivement. Les Russes contrôlent toutes les positions majeures à Toretsk. Cette ville clé au cœur du Donbass, qui maintenait ensemble des positions fortifiées pour les Ukrainiens dans une zone clé du centre du Donbass, est sur le point de tomber. Et ailleurs, les Russes avancent. Comme vous le dites, ils sont maintenant très très proches de Pokrovsk. Ils capturent toutes sortes d'endroits autour de Pokrovsk, avec des rapports de troupes ukrainiennes encerclées près de Kurakhov, une autre petite ville. Close to Kurakhov, another small town, Ukrainian troops supposedly about to be surrounded in Kurakhov. Les troupes ukrainiennes sont apparemment sur le point d'être encerclées à Kurakhov même. Les troupes ukrainiennes seraient également encerclées à Selidovo. Vous pouvez passer énormément de temps à analyser les détails, mais le fait est que ça va mal partout et mal partout en même temps. Peut-être petite précision, on sait que l'Argentine avait été initialement candidate à l'entrée dans les BRICS et l'arrivée au pouvoir de Javier Milei a empêché cette tentative puisqu'il s'est retiré. Absolument, mais il y aura quand même, et c'est ça ce qui est intéressant, il y aura une délégation argentine qui va venir. Après, il y a des pays qui ont tout à fait officiellement demandé leur adhésion aux BRICS. Alors, un pays important, la Malaisie, parce que la Malaisie est un des grands producteurs de semi-conducteurs à l'échelle mondiale. Il y a aussi le Vietnam. Bon, il y a vraiment plusieurs pays. On pense que la nouvelle vague d'adhésion ne se produira pas à ce sommet, qu'elle se produira plutôt en 2025, voire en 2026, parce que les BRICS, ils doivent d'abord commencer à digérer les précédentes adhésions. Mais oui, on peut penser que d'ici 2026, 6 à 8 pays viendront s'ajouter aux pays qui sont déjà les membres des BRICS. Évidemment, les BRICS sont le processus qui attire le plus l'attention, parce qu'il y a des géants. Il y a la Chine, il y a l'Inde, la Russie, donc ça fait quand même très lourd économiquement, mais c'est loin d'être le seul. Et de ce point de vue-là, il y a une véritable synergie qui est en train de s'organiser entre les BRICS, qui sont essentiellement un processus d'intégration économique, commerciale, voire financier, parce qu'il y a une dimension financière maintenant de plus en plus importante, et l'OCS, qui reste pour l'instant, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui reste pour l'instant très centrée sur l'Asie centrale et l'Asie en général, mais l'Inde et le Pakistan en font désormais partie, l'Iran en fait partie, et d'ailleurs il y a 3 mois, des manœuvres conjointes dans le cadre de l'OCS entre la marine chinoise, la marine russe et la marine iranienne. Vous voyez, ça commence à prendre vraiment de l'importance. Et je pense que même si ce sont des organisations qui n'ont pas exactement le même but, bon, l'Organisation de coopération de Shanghai a vraiment des buts de sécurité.
les BRICS ont des buts, comme j'ai dit, beaucoup plus économiques, eh bien, il faut comprendre que ce sont des organisations qui vont tendre à se recouper, que certains pays ne seront membres que d'une, pas de l'autre, mais d'autres pays vont être membres des deux. Et donc, il y a bien globalement un camp qui est en train de se dessiner et qui n'est pas le camp occidental. Des dirigeants mondiaux, des officiels et des experts de plus de 76 pays et régions ont participé au forum des think tanks du Sud Global dans la capitale chinoise mercredi, en participant à la fois sur place et en ligne. Ils ont discuté d'un large éventail de sujets, dont ceux de la paix, du développement et de la sécurité. En tant que membre du Sud Global, la Chine a longtemps été solidaire envers et contre tout avec les autres pays du Sud Global et a été un défenseur et un acteur important dans la coopération Sud-Sud. À l'avenir, la Chine sera unie aux autres pays du Sud pour assumer des responsabilités et jouer un rôle clé. Travaillons ensemble pour mettre en œuvre l'initiative mondiale pour le développement, l'initiative mondiale pour la sécurité et l'initiative mondiale pour la civilisation et contribuons à la force du Sud global pour la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Le département international du comité central du PCC et China Media Group ont accueilli l'événement et CGTN l'a organisé. Nous établirons activement des ponts et des liens pour le dialogue et l'apprentissage mutuel et la compréhension mutuelle entre la Chine et les pays du Sud global. Nous fournirons également une plateforme aux think tanks du Sud global pour amplifier leur voix dans la promotion de la coopération gagnant-gagnant et la défense de l'équité et de la justice. Nous sommes prêts à travailler avec des groupes de réflexion du Sud global pour contribuer davantage à la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité et pour aider le monde à progresser vers un avenir meilleur pour la paix, la sécurité, la prospérité et le progrès. L'événement avait pour thème paix, développement, sécurité, construire ensemble un monde prospère avec un avenir partagé. Les organisations participantes ont également lancé une initiative visant à promouvoir la coopération entre les pays du Sud global. Je suis une passionnée du travail des groupes de réflexion. En tant que membre de groupes de réflexion, je pense vraiment que nous jouons un rôle important dans le partage des connaissances, dans la promotion du dialogue, dans la promotion de la compréhension, en particulier entre des pays qui sont si éloignés les uns des autres, ce qui est le cas du Brésil et de la Chine. Nous avons donc une distance géographique, nous avons la question de la langue, de nombreuses lacunes dans les connaissances sur lesquelles les groupes de réflexion sont le meilleur endroit pour nous appuyer. Je suis tellement enthousiaste parce qu'il y a un problème particulier qui a toujours affecté le Sud global à voir avec la désunion. Donc, il rassemble des gens de différents milieux, des gens avec des idées différentes. C'est une plateforme de partage des connaissances où chacun apporte ce qu'il pense être juste pour que nous puissions tous en discuter. Donc, en fin de compte, vous parvenez à un consensus, vous parvenez à quelque chose qui contribuera grandement au développement du Sud global. Le forum des think tanks du Sud global sera diffusé en tant que programme spécial sur CGTN le vendredi 18 octobre. La Chine, les relations entre la Chine et Taïwan, des opérations maritimes et aéronavales qui ont fait craindre une escalade aux Américains, en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé. On le sait, le Pentagone se prépare, s'il y a une guerre à laquelle il se prépare, ce n'est ni en Ukraine ni au Proche-Orient, mais c'est en Chine, c'est en Extrême-Orient, dans le Pacifique. Oui, alors, bon, c'est tout à fait phénoménal au niveau du traitement médiatique, cette histoire, parce que au début de l'année, on a eu les élections à Taïwan, élections présidentielles et législatives. Si les pro-américains, pro-indépendants ont emporté l'élection présidentielle, ils n'ont pas emporté la majorité au Parlement taïwanais, où les partis, et notamment le Kuomintang, qui est favorable, malgré son histoire, à des négociations avec Pékin pour rattacher Taïwan au continent, c'est une épine dans le pied au niveau des décisions et du gouvernement taïwanais. Quand ce nouveau président taïwanais a été intronisé, quand il a été investi dans ses fonctions, les Chinois ont déclenché l'opération Joint Sword 2024A pour dire « Nous ne sommes pas contents des déclarations que vous faites au moment de votre investiture ». Bon, alors c'était déjà imposant. Bon, on imagine bien, je le rappelle pour nos auditeurs qui ne sont pas au fait
des choses militaires. Quand vous déclenchez des manœuvres ou un exercice aéronaval de ce type dans un délai de 48 heures après les propos qui ont été tenus par un individu, quel qu'il soit, vos manœuvres, elles sont donc préparées de très, très longue date. Voilà, ça n'arrive pas comme ça. Ça y est, à Pékin, ils ont eu un coup de chaud et puis ils décident de mettre 100 000 bonhommes en exercice d'un seul coup parce qu'il y a eu un coup de chaud politique. Pas du tout. Et c'était bien prévu que c'était l'objectif Joint Sword 2024A et qui gardait sous le coude le second volet, le B. Et là, on a eu les festivités pour l'anniversaire. Alors, je ne sais plus, il ne faut pas que je dise de bêtises, en 2024, donc c'est le 113e anniversaire de la proclamation de la République chinoise qui était célébrée, donc à Taïwan, puisque Taïwan se veut l'héritier des gens qui ont créé la République chinoise. Et bien évidemment, dans son discours, le nouveau président a remis le couvert dans la lignée de son discours inaugural. Nous voulons garantir l'indépendance. Il a eu mot-clé, indépendance, voilà. Donc à Pékin, on nous fait croire que là encore, ils auraient eu un coup de chaud. Bien évidemment que les types savaient qu'il allait prononcer un discours de cet acabit-là vu son profil. Et donc, dans les 24 heures qu'on suivit, ils ont démarré l'opération suivante. Alors la caractéristique, c'est qu'elle était encore plus importante que la précédente et que cette fois-ci, ils ont testé les capacités de créer un blocus complet de l'île qui semble les avoir satisfaits par rapport et de tester bien sûr les défenses taïwanaises, de voir comment ils réagissaient. Et je pense qu'à Pékin, ils sont en train de se dire si un jour il faut qu'on aboutisse à un règlement par la force ou la contrainte, ce sera plutôt un blocus que de s'embêter à débarquer sur l'île avec des pertes. Voilà, fin de l'histoire. Mais il y a un petit bonus. Le 23 octobre prochain, les Occidentaux, alors Amérique et Japon, et avec plein d'observateurs occidentaux, vont, eux, mener des manœuvres aéronavales tout autour de l'archipel du Japon. C'est l'opération Keen Sword 2025, et elle est prévue de longue date. Elle va aller chatouiller les Chinois au nord de Taïwan, sur les îles Senkaku. Je pense qu'à Pékin, ils vont avoir les mêmes intervenants sur les plateaux télé que chez nous, qui vont crier au scandale, qui vont dire c'est des violations de souveraineté, etc. Mais là, vu que nous, on est dans le camp du bien, on a le droit. Là, c'est pas grave. Hein. On peut contester aux Chinois de le faire, mais nous, personne n'a le droit de le contester parce que, comme on en a parlé il y a quelques instants, nous, on est les gentils. Non, on n'est ni les gentils ni les méchants. Le Japon a le droit d'organiser des manœuvres aéronavales d'ampleur avec son allié américain, enfin son allié, son tuteur américain, son maître américain, c'est son droit, voilà. Tout comme la Chine a le droit de mener des opérations, et alors encore plus le droit, je dirais, parce que le Japon est un pays qui a quand même en façade une souveraineté. Taïwan, sur le plan du droit international, n'existe pas, point. Les Chinois peuvent se balader autour de Taïwan comme ils veulent, c'est chez eux. Voilà, on peut le déplorer, on peut dire voilà, ceci, cela. Je rappelle par rapport à ce que je dis sur le lâchage de l'Ukraine, qui fait écho au lâchage du Sud-Vietnam, je rappelle que le premier grand lâchage depuis la Seconde Guerre mondiale d'un allié des États-Unis, c'est Chiang Kai-shek et le Kuomintang. C'est pour ça que le Kuomintang aujourd'hui veut négocier avec Pékin, parce que eux savent que les Yankees les lâcheront. Le gouvernement sud-africain a déclaré vendredi qu'il avait demandé à Taïwan de transférer son ambassade hors de la capitale, Pretoria, tandis que Taïwan l'a accusé de céder aux pressions de la Chine. Taïwan, que la Chine considère comme son propre territoire, estime que Pékin a sapé la relation entre Pretoria et Taipei. La Chine, quant à elle, s'est félicitée de cette décision. Le principe d'une seule Chine permet d'établir et de développer des relations diplomatiques avec tous les pays. Il s'agit d'une norme largement reconnue dans les relations internationales. Nous apprécions la décision correcte de l'Afrique du Sud de transférer le bureau de liaison de Taipei hors de sa capitale administrative, Pretoria. L'indépendance de Taïwan est impopulaire et vouée à l'échec. Les relations officielles entre la Chine et l'Afrique du Sud ont été établies en 1998. L'Afrique du Sud a rompu ses liens diplomatiques avec Taïwan en 1997, rebaptisant le bureau de Taipei en bureau commercial. Le ministère sud-africain des Relations internationales et de la coopération a annoncé que le transfert du bureau de Taipei à Johannesburg reflètera la nature apolitique et non diplomatique des relations avec Taïwan,
accordant un délai de 6 mois pour ce déménagement. Les relations avec l'Iran sont une priorité pour nous et elles se développent très bien. Cette année, les échanges commerciaux ont augmenté. S'ils n'ont pas compensé la baisse de l'année dernière, la tendance est bonne. Nous coopérons activement sur la scène internationale. Nos évaluations des événements mondiaux sont souvent très proches, voire coïncidents. L'Iran est devenu un membre à part entière de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS. Je vous attends à Kazan les 23 et 24 octobre au sommet des BRICS, où nous avons également prévu une réunion bilatérale. Une fois de plus, je suis très heureux de cette occasion de faire votre connaissance. Ce rapprochement a une importance capitale dans l'actualité aujourd'hui. Oui, alors en même temps, il faut savoir que ça fait longtemps qu'il y a de très bonnes relations entre la Russie et l'Iran. Ça fait en fait depuis pratiquement la fin des années 90. C'est une histoire très ancienne. Que la Russie apporte une aide économique à l'Iran, l'Iran lui a apporté une aide militaire dans le cadre de la guerre en Ukraine, avec la fourniture non seulement de drones, mais surtout, ils ont vendu aux Russes la technologie, et maintenant ce sont les Russes qui produisent eux-mêmes ce qu'on appelle les drones iraniens, ils commencent d'ailleurs à les modifier. Les fameux Shahed 136, voilà, je crois. Voilà, alors ils sont en train de les modifier, et donc il y a une véritable dynamique là-dessus, et on voit bien que, en mettant pour l'instant essentiellement en avant des relations d'ordre économique et commercial, mais ils envoient aussi un message aux États-Unis. Nous ne souhaitons pas que vous détruisiez l'Iran. Même si, sur certains points, la position de la Russie n'est pas si éloignée de la position américaine. Par exemple, quant à l'opposition par rapport au programme nucléaire militaire iranien, la position des Russes a toujours été de dire « nous ne souhaitons pas qu'il y ait de nouvelles puissances nucléaire. Bien. Après, ils disent, mais cela doit se faire dans le respect de la souveraineté des États. 2 heures après la dite frappe, eh bien, il y a eu un communiqué du bureau du Premier ministre qui a affirmé qu'effectivement un drone avait visé la résidence secondaire du couple Netanyahou. Communiqué qui précise ni le Premier ministre ni sa femme n'étaient sur place. Alors pour l'instant, on ne sait pas quelle est l'ampleur des dégâts sur cette résidence secondaire des Netanyahou. En tout cas, les témoignages sur place recueillis par la presse israélienne, eh bien, parlent d'une énorme explosion à Césarée. Césarée, cette ville côtière qui se trouve à 50 km de Tel Aviv. Les habitants d'ailleurs qui se demandent pourquoi il n'y a pas eu de sirène d'alerte qui permet aux habitants bien sûr de se réfugier aux abris. Eh bien ça arrive de plus en plus régulièrement ces derniers jours et ces dernières semaines en cas d'attaque de drone. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à la différence des roquettes et des missiles, les drones changent de trajectoire en cours de route et volent très bas, ce qui leur permet d'échapper au radar de la défense israélienne. A noter d'ailleurs ce matin que beaucoup de drones ont été tirés depuis le Liban dans de nombreuses villes du nord d'Israël. Nous nous dirigeons très rapidement vers une grande guerre régionale. Netanyahou pousse fortement vers un conflit avec l'Iran. La Maison-Blanche de Biden est complètement perdue. Et le Hezbollah pousse également fortement contre Israël, tandis que l'Iran semble être actif dans beaucoup de diplomatie. Alors, quelle est la situation générale avec tout ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'escalade, mais peut-être qu'il y a une issue à cela. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y en ait. Je ne pense pas qu'il y ait une issue à cela. Je pense que les Iraniens le comprennent très bien. Nous discuterons de ce qu'ils disent à tout le monde dans un instant. Mais quand vous regardez ce qu'ils font, ils sont extrêmement actifs diplomatiquement. Leur ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, se rend dans toutes sortes d'endroits et le président Raisi parle à toutes sortes de personnes. Mais ce qu'ils font essentiellement, je veux dire, pour moi, cela ressemble à s'ils essayent de travailler avec leurs alliés. En d'autres termes, ils essayent de renforcer leurs alliances et de s'assurer que leurs alliances fonctionnent. Et en même temps, d'essayer de persuader les États arabes de rester en dehors de la bataille qu'ils savent, je pense, qui arrive.
Je pense que les Iraniens, pendant un moment, espéraient que cette tempête passerait, mais il est clair qu'elle ne va pas passer. Alors, que font-ils? Eh bien, Raisi, qui est le président iranien, a rencontré Poutine à Ashgabat au Turkménistan. Maintenant, c'est une visite au Turkménistan qui était sur l'itinéraire de Poutine depuis un moment. Je veux dire, il fait des voyages réguliers en Asie centrale. Il rencontre les dirigeants d'Asie centrale. Il est en contact étroit depuis un certain temps avec le Kazakhstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Il s'est rendu en Ouzbékistan cette année. Il était temps qu'il tourne son attention vers le Turkménistan. Et c'était clairement une visite préparée à l'avance. This was clearly a pre-prepared visit. C'était une visite ordinaire au Turkménistan. Puis, le président Raisi l'a contacté, a dit « Écoutez, vous êtes proche de l'Iran. Pouvons-nous nous rencontrer ?» Cela se passe, souvenez-vous, juste 2 semaines avant le sommet des BRICS. La réunion a été organisée. Toutes les impressions sont que cette réunion a été organisée très rapidement. À très court préavis, les autres dirigeants d'Asie centrale ont décidé, à la lumière de cela, de venir. Donc, Raisi et Poutine se sont rencontrés. On ne nous dit pas grand-chose sur la réunion. Ils ont discuté du traité, de l'accord de partenariat stratégique sur lequel les deux travaillent, et ils ont tous deux dit qu'ils espèrent qu'il sera prêt pour signature lors du sommet des BRICS à Kazan. BRICS summit meeting in Kazan, but they did obviously talk about the situation in the Middle East. Mais ils ont évidemment parlé de la situation au Moyen-Orient. Tous deux avaient avec eux leurs conseillers en sécurité nationale et leurs principaux conseillers en politique étrangère. Et clairement, les Iraniens voulaient parler aux Russes de toutes sortes de relations, du type de relations entre la Russie et l'Iran. C'était donc une réunion. Patrushev a également été actif au téléphone. Il a parlé hier à Macron. Le point qu'il a souligné à Macron est que l'Iran ne veut pas de guerre. L'Iran s'est abstenu de répondre à l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran parce que les puissances occidentales le lui ont demandé. C'est ce que dit Patrushev. Because the Western powers asked it to. This is what Pezeshkian is saying. You can believe that or not if you choose. But anyway. Vous pouvez le croire ou non, si vous le souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'argument que les Iraniens présentent à l'Occident, qu'ils se sont retenus parce qu'ils ont été informés par les puissances occidentales que des cessez-le-feu à Gaza et au sud Liban étaient imminents, qu'ils étaient en cours de négociation avec succès. Les puissances occidentales ont demandé à l'Iran de ne pas réagir à l'assassinat de Haniyeh, car cela pourrait empêcher la mise en place des cessez-le-feu à Gaza et au sud Liban. Les Iraniens ont accepté cela, et au lieu des cessez-le-feu qu'on leur avait promis, ils ont obtenu une escalade de la part d'Israël. En ce qui concerne Trump, moi je pense que Trump, par rapport à l'idée qui avait été développée, je crois que c'est par son gendre, si je dis pas de bêtises, c'est l'idée qu'on transforme Gaza en une espèce de Singapour du Moyen-Orient, qu'on donne un État aux Palestiniens en Cisjordanie, et puis qu'on en termine avec ça, parce que, comme je le dis, y compris donc pour la politique interne des États-Unis, Trump, il veut la paix, parce que la paix, c'est le business. Et s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de business. On voit aujourd'hui le port d'Elat est en faillite parce que les Houthis bloquent l'entrée de la mer Rouge, hein, et empêchent les navires de passer. Donc automatiquement, le business est impacté puisque tous les bateaux sont détournés au large de l'Afrique du Sud et que ça coûte un pognon de dingue, hein, comme dirait notre ami Bruno Le Maire. Et donc c'est pas bon pour les affaires. Donc Trump ne veut surtout pas que tout ça dure. Donc il a un soutien effectivement, qui a toujours été affiché à Israël, mais aux conditions des États-Unis. C'est là encore qu'il faut aller taper un peu sur la tête de certains droitards têtus. C'est pas Israël qui commande à Washington, c'est Washington qui commande à Israël. Quand les gens auront compris que ça se passe dans ce sens-là et que tout le reste, c'est du cinéma, ils auront tout compris. Et ils sauront à qui il faut s'adresser pour que ça change. Hein, voilà, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, Trump, ce qu'il espère, c'est que voilà, il a mis le pied dans les accords d'Abraham et qu'il va pouvoir faire la même chose avec l'Iran. Je le disais tout à l'heure, avant le 7 octobre, on avait vu des premiers rapprochements, notamment autour de la crise au Soudan,
où c'était l'Arabie Saoudite qui avait réussi à faire évacuer les diplomates iraniens de Khartoum. Et moi, j'ai vu des scènes sur Telegram où on voyait, donc imaginez, à l'aéroport de Riyad, des diplomates iraniens qui tombent dans les bras des militaires saoudiens qui les accueillent. C'est des scènes, on ne pensait pas les voir un jour. Donc je pense que le plan de paix global pour la région, Trump va le remettre en avant. Et que bien sûr, il va s'imposer. C'est là que Netanyahou va être obligé de baisser sa culotte à un moment. C'est qu'il va leur dire, maintenant, on arrête. Je vous donne telle ou telle chose, je vous ai déjà donné telle ou telle chose, maintenant vous vous pliez à la décision de mettre un terme à tout ce massacre, à tout ce foutoir, parce qu'il faut à tout prix que ça cesse. On reproche souvent aux Occidentaux cette manie du double standard, et on pourrait par exemple tolérer que les Israéliens aient une arme atomique qui soit plus ou moins déclarée, mais que l'Iran, en revanche, soit totalement empêché dans ses desseins nucléaires. Alors c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a aujourd'hui 4 pays proliférateurs avérés. Israël, bien sûr, mais aussi le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord. Bien. Là-dessus, il y a un pays qui pose problème, parce que l'acquisition de l'arme nucléaire, pas simplement d'expérience, mais de l'arme opérationnelle nucléaire, par l'Inde et par le Pakistan, a abouti en réalité à une baisse de la tension entre les deux pays. C'est le principe, en théorie. Ça a été un facteur de stabilisation des relations bilatérales et, d'une certaine manière, de désescalade, alors qu'il y a eu plusieurs guerres, qu'elles soient déclarées ou qu'elles soient non déclarées, entre l'Inde et le Pakistan à la fin du XXe siècle. Bien. Mais peut-être parce qu'avec le conflit en Ukraine, on a tendance à l'oublier, parce que les médias parlent souvent de l'arme nucléaire, mais en réalité, l'arme nucléaire a un pouvoir dissuasif. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a ça. Et de ce point de vue-là, la position du gouvernement russe a été de dire, bon, on sait que ça existe, on ne souhaite pas que ça se multiplie par trop. Mais nous ne souhaitons pas non plus qu'un pays prenne la décision d'attaquer un autre pays pour l'empêcher d'avoir accès à l'arme nucléaire. Il faut beaucoup mieux coopérer et proposer au pays qui veut acquérir l'arme nucléaire des conditions de sécurité qui feront qu'il n'aura pas besoin, justement, d'avoir l'arme nucléaire. Alors, c'était d'ailleurs aussi la position des pays de l'Union européenne, essentiellement de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, jusqu'à il y a, grosso modo, une quinzaine d'années, ou une dizaine d'années. Et de ce point de vue-là, la décision de Donald Trump de rejeter le traité qui avait été signé avec l'Iran apparaît bien comme une forme de rupture. Alors, la décision de Trump, en fait, elle est tout à fait cohérente avec la politique américaine. D'une certaine manière, il se situe là dans la continuité avec Obama. Bon. Mais on voit bien qu'il y a un véritable problème parce que si vous commencez à mettre trop de pression sur un pays, au lieu de le dissuader, ça l'encourage à accélérer d'une certaine manière son programme nucléaire. Mais au lieu d'encadrer son arme nucléaire, elle va être non encadrée. Elle va être non encadrée. Oui. Tout à fait. Ce qui est évidemment la situation la plus instable au niveau des relations internationales. Première dirigeante étrangère à se rendre au Liban depuis le début du conflit fin septembre, Giorgia Meloni est arrivée ce vendredi à Beyrouth. Face aux attaques répétées de l'armée israélienne contre les casques bleus de la FINUL, la première ministre italienne hausse le ton et qualifie la situation d'inacceptable. This is why I repeat that I consider targeting UNIFIL unacceptable, and I ask once again that all parties strive to ensure that all times the safety of each of these soldiers is guaranteed. Avec environ 1200 militaires, l'Italie est l'un des principaux contingents de la FINUL qui compte environ 10 000 casques bleus. Dès les premières tensions avec l'armée israélienne il y a quelques jours, le ministre italien de la Défense avait convoqué l'ambassadeur israélien à Rome. Malgré ces attaques, la FINUL s'est dit déterminée à rester au Liban.
lorsque l'on voit l'ampleur des destructions, c'est de vraiment raser cette bande de Gaza pour que la vie ne soit plus possible à terme sur ce territoire. Et on voit bien dans les bombardements tels qu'ils sont menés qu'il n'y a aucune volonté d'éviter les femmes et les enfants. Au lendemain de l'annonce de l'assassinat de Yahya Sinwar par l'armée israélienne, le haut responsable politique du Hamas, Khalil Alaya, a confirmé la mort du chef du groupe vendredi. Les Palestiniens de Gaza ont ensuite réagi à cette annonce en déclarant qu'il était mort honorablement en martyr. Yahya Sinwar était l'un des principaux architectes de l'attaque de l'année dernière contre Israël, qui a déclenché la guerre en cours à Gaza. En Jordanie, des manifestants ont défilé dans le centre d'Amman après la prière du vendredi en soutien du chef du Hamas tué. Des milliers, des centaines et des dizaines de dirigeants ont été martyrisés et remplacés par d'autres. Ce peuple palestinien est vivant et ne meurt pas, quelle que soit la durée des guerres, quelle que soit l'intensité de la lutte que les pays mènent contre nous. Celui qui nous combat n'est pas seulement Israël, mais aussi l'Amérique et tout l'Occident, et même le monde arabe et islamique. Brandissant des photos de Sinwar et scandant des slogans anti-israéliens et pro-Hamas, les manifestants ont également appelé le gouvernement jordanien à soutenir la résistance palestinienne et à annuler le traité de paix avec Israël. La bande de Gaza étant sous blocus, et un blocus pratiquement hermétique depuis le 8 octobre, eh bien, je me suis dit qu'il était absolument vital et important de documenter ce qui se passait dans cette bande de Gaza, à l'abri des regards, puisque les journalistes étrangers ne peuvent pas rentrer dans cette bande de Gaza, les humanitaires y rentrent, mais vraiment au compte-gouttes. Et donc l'idée s'est imposée, et en ça les éditions du Seuil avaient envie aussi de publier un livre sur ce sujet-là. Et donc on s'est mis à réfléchir pour savoir comment on pouvait documenter ce qui se passe à l'abri des regards dans cette bande de Gaza. Et avec l'idée vraiment qu'il fallait qu'il y ait la mémoire de ce qui se déroule actuellement dans cette bande de Gaza, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, puisqu'on sait très bien que le temps passe et que parfois on peut oublier. Alors finalement, même s'il y a ce blocus, c'est vrai qu'on a des informations sur ce qui se passe à Gaza, parce qu'il y a une population qui vit sur place et donc qui documente quand même ce qui se passe, avec des journalistes palestiniens, des journalistes de Gaza, qui permettent d'avoir des éléments d'information. Mais ils deviennent aussi une cible d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a presque 200 journalistes qui ont été tués, et beaucoup directement parce qu'ils étaient journalistes chez eux et ciblés. Oui, absolument. Et donc on s'est dit que là aussi, c'était important de documenter quelle était la stratégie qui était mise en place par Israël à l'égard des journalistes, parce que si Israël ne veut pas que les journalistes internationaux rentrent, c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait des témoins de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et donc les journalistes gazaouis sont effectivement des cibles. Tous les médias ont été touchés, les bureaux de l'AFP ont été touchés, les bureaux d'Al Jazeera ont été touchés, et la liste est longue. Et vous avez raison de rappeler qu'il y a pas loin de 200 journalistes qui ont été visés, alors parce qu'ils sont journalistes, et une partie d'entre eux au moment où ils exerçaient véritablement leur métier, qui était de rassembler des informations pour les porter à la connaissance de la communauté internationale. Après ses déboires en matière de politique intérieure et européenne, Emmanuel Macron a voulu faire son retour sur la scène internationale par une phrase d'une rare portée polémique. Monsieur Netanyahou, dit-il, ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Le président français fait ici allusion au vote de l'Assemblée générale des Nations unies de 1947. À l'époque, cette décision entérinait un plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Un an plus tard, après une sanglante guerre civile entre musulmans et juifs, David Ben-Gourion déclarait l'indépendance de l'État hébreu. Et en mai 1949, Israël devenait un membre officiel des Nations unies, signant une charte qu'il ne respectera guère par la suite. Mais en dehors de l'aspect contestable de cette affirmation, qui renvoie la légitimité de l'État d'Israël à la seule reconnaissance de l'ONU, comme si la France par exemple devait sa création à un simple coup de plume griffé sur un bout de papier à New York, la sortie d'Emmanuel Macron n'est pas innocente, et on le verra, elle est teintée d'amertume. Quelques jours avant cela, le président français avait déjà fait sortir Netanyahou de ses gonds, en appelant à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. On ne peut réclamer un cessez-le-feu, disait-il, et continuer à livrer des armes. Logique. Rappelez-vous de l'Assemblée générale de l'ONU le 27 septembre.
Benyamin Netanyahou avait accepté le plan de cessez-le-feu proposé par Emmanuel Macron avant, quelques dizaines de minutes plus tard, de bombarder le QG du Hezbollah à Beyrouth, tuant Hassan Nasrallah. La récente incursion de chars israéliens du côté libanais de la frontière gardée par 10 000 casques bleus de l'ONU, dont 700 Français, continuait de tendre les relations entre les deux parties. Mais pourquoi cette soudaine passe d'armes ? En vérité, la guerre que se livre le locataire de l'Élysée et le Premier ministre israélien a commencé avec la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, on vient de le dire. Pour Macron, ce sont des années de stratégie d'influence qui ont explosé en plein vol. La France était en effet le seul pays occidental d'importance à continuer de négocier avec le Parti de Dieu, cornaqué par l'Iran. Il y a le Hezbollah militaire et il y a aussi le Hezbollah politique puisqu'il a été élu. Mieux encore, depuis 2020, le président français a fait du Liban sa priorité d'engagement de la France au Proche-Orient, sorte de continuité de la fameuse politique arabe de la France. La nomination de Jean-Yves Le Drian en juin 2023 comme envoyé spécial de l'Élysée au Liban allait dans ce sens. Objectif fantasmé de Macron, replacer la France au centre du jeu libanais et du Proche-Orient. Mais au Liban, la classe politique locale, séduite un temps par le jeune président, a très vite compris qu'il ne pesait guère dans la balance. La communication, les leçons de morale à l'endroit des dirigeants et les déclarations d'intention ayant des limites. Entre-temps, les États-Unis, alliés indéfectibles d'Israël, sont entrés dans la danse. Sous le manteau, les leaders libanais, qu'ils soient druzes, chiites, sunnites, catholiques ou maronites, misent désormais surtout sur Washington. Le Hezbollah étant fort affaibli, ces mêmes acteurs politiques ne comptent plus guère sur la France qui avait misé sur sa capacité à parler à la milice chiite pour faire avancer le schmilblick libanais. Certes, Nabi Berri, chef du parti Amal, l'autre grande formation politique chiite, continue de parler avec la France. Mais une fois encore, c'est surtout du côté des États-Unis que celui-ci tourne son regard. Le Premier ministre israélien, qui a besoin que la guerre perdure, savait aussi, en éliminant Hassan Nasrallah et certains de ses lieutenants, que cette donne, l'affaiblissement de la France dans la région, jouerait à plein dans l'histoire. Bref, entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou, c'est tendu. Dernière ligne droite avant l'élection présidentielle de dimanche en Moldavie. La présidente sortante pro-occidentale Maia Sandu est favorite. Les Moldaves doivent aussi se prononcer pour ou contre l'entrée dans la constitution du principe d'adhésion à l'Union européenne. Les autorités dénoncent des manœuvres russes sans précédent pour tenter d'influencer les électeurs. We have seen, unfortunately, a full-scale operation using the classical toolbox of Kremlin, but at the same time applied at an unprecedented scale. We see dirty money flowing into our politics, the use of local proxy parties to destabilize the situation, to bribe potential candidates, but also voters in the elections. And of course, we see a very, very strong disinformation campaign, propaganda, targeting primarily the EU. Ce double scrutin constitue un enjeu majeur pour cette ancienne république soviétique de 2 600 000 habitants. Un virage constitutionnel vers l'ouest pourrait raviver les tensions avec les séparatistes de Transnistrie. Depuis 1992, ce territoire oriental de la Moldavie est contrôlé de facto par la Russie. There were many concerns about the Transnistrian region to be destabilized in the last couple of years, particularly since Russia's invasion of Ukraine. We've managed to keep the situation calm and stable for the country, and we hope to continue doing the same. Selon les derniers sondages, une majorité d'électeurs moldaves devrait répondre favorablement au référendum et soutenir l'entrée dans la constitution du projet d'adhésion à l'UE. Après de longues discussions à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne se sont finalement mis d'accord pour confier les renvois d'asile à des pays extérieurs à l'UE. Ces propositions controversées représentent un tournant majeur pour la politique migratoire européenne. Les pays de l'UE souhaitent dans un premier temps se concentrer sur l'expulsion des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée. One of the main discussion points was a common approach to returns. Today, we see that all those who have no right to stay in the European Union, only 20% of those who have a return decision really are returned to their countries of origin. Les dirigeants européens ont également débattu des réponses possibles aux attaques hybrides menées par la Russie et le Bélarus, qui ont envoyé de nombreux migrants aux frontières de la Finlande et plus récemment de la Pologne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a récemment suspendu le droit d'asile pour les migrants clandestins entrant dans le pays depuis le Bélarus.
A completely different situation is the pressure that Poland is experiencing at the eastern land borders. And before Poland, it was Finland, it were the Baltic states. What we see is that Putin and Lukashenko are exerting pressure on us, trying to undermine our security and our territorial integrity. These are hybrid attacks by state actors. And therefore, Poland and other member states need to be able to protect our union from these hybrid attacks. What's clear is this is a whole new world for asylum policy and the European Union. What's not clear is how these return hubs will actually work. In particular, what happens to those asylum seekers who have had their claims denied when they're sent to third countries, and can their basic rights under international law be guaranteed? Shona Murray, Euronews, Brussels. Il serait temps de limiter l'espace Schengen, c'est-à-dire la liberté de circulation des étrangers, aux Européens, et non pas aux étrangers des pays tiers. Ça allégerait considérablement la tâche des responsables des frontières extérieures, et je crois que c'est quelque chose qui répond à l'aspiration des populations. Le 16 septembre, l'Allemagne a décidé de rétablir les contrôles à ses frontières pour 6 mois, suspendant de fait les accords de Schengen. La décision pourrait être prolongée. Que pensez-vous de cette décision ? Eh bien, je trouve qu'elle montre, puisque l'Allemagne n'est pas la première et ne sera pas la dernière, l'inadaptation aujourd'hui de ce que vous appelez les accords de Schengen, mais qui sont le code Schengen intégré dans le traité européen. Cette initiative qui revient à supprimer pour les personnes physiques, pour les individus, les frontières intérieures, que ce soit pour les Européens ou les non-Européens, a été prise par l'Allemagne et la France, c'est-à-dire par François Mitterrand et Helmut Kohl, en 1985. La situation était complètement différente. Il s'agissait essentiellement de compléter la libre circulation des biens, des services, des capitaux, pour permettre aux travailleurs européens et à l'immigration légale européenne d'enrichir le marché du travail et de favoriser la mobilité. Mais finalement, aujourd'hui, de traité en traité, les accords Schengen, comme ça a été dit, étant intégrés maintenant dans les traités européens, on en est à 27 membres. Donc en fait, il n'y a plus de frontières intérieures. Aujourd'hui, nous avons assisté à un exercice de manipulation politique et médiatique de grande ampleur. Michel Barnier et Bruno Retailleau se sont rendus à la frontière franco-italienne, rencontré le ministre italien et affirmé que tout allait changer et qu'enfin la France allait contrôler ses frontières et lutter contre l'immigration clandestine. J'aimerais que ce soit vrai. Mais je constate aujourd'hui, même jour, que les crédits du projet de budget 2025 visant à lutter contre l'immigration clandestine vont baisser de 42%, passant de 300 millions à 173 millions. Moi, j'en ai assez de ces mensonges permanents. Je veux une vie politique où quand on dit quelque chose, on se donne les moyens de l'appliquer, de le faire. Faisons moins de choses, mais mieux. Alors, tu vas même jusqu'à écrire qu'il y a un déclassement français, qu'il faut remonter aux années 50 pour mesurer le véritable déclassement de la France dans le monde aujourd'hui. Tu es très sévère sur la politique menée par les responsables français. Je pense que tu seras du même avis en réalité, parce que si on regarde le bilan en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe même, à l'intérieur de l'Union, la façon dont notre voix est entendue ou plus du tout entendue, voir l'affaire du commissaire nommé puis dénommé sous l'influence de Madame van der Leyen. On est dans un système où la voix de la France, malheureusement, s'est singulièrement affaiblie. Quand on regarde les chiffres du budget et les chiffres du commerce extérieur, voilà, c'est aussi important qu'une force nucléaire. Aujourd'hui, les marchés dictent la crédibilité d'un pays. Nous sommes en train de perdre notre crédibilité gravement avec une défense qui est minuscule, quoi qu'en dise Monsieur Le Cornu, que j'aime beaucoup par ailleurs, il fait ce qu'il peut, mais enfin, très franchement, on reste à une armée qui est bonsaï, dans une situation où la guerre est là en Europe, où il y a des pressions. Quand on pense que l'Iran possède 3000 missiles balistiques, dont certains ont 4000 km de portée. Mais qui possède ce genre de missiles aujourd'hui en Europe? Et qu'est-ce qui se passe si demain ces missiles se retrouvaient de l'autre côté de la Méditerranée? Voilà les problèmes qui sont devant nous, ils sont considérables. Il faut remettre à niveau notre économie, il faut remettre notre défense à niveau et il faut stabiliser l'Europe. Ce sont des défis considérables pour les années qui viennent. Moi, j'ai toujours été gaulliste.
comme le général de Gaulle, pendant la crise de Cuba ou de Berlin, quand l'intérêt national, c'était d'avoir les Américains avec nous, j'étais avec les Américains. Quand il s'est agi, par exemple, d'empêcher la neutralisation de l'Allemagne au moment des euromissiles, j'étais en faveur du déploiement des euromissiles. Mais là, on n'est plus dans ce monde-là. On est dans un monde où, en réalité, c'est les Américains qui décident, c'est le cas de cette guerre, et où nous suivons. On est dans une attitude parfaitement suiviste, faute de moyens et faute aussi de caractère. Je développe notamment sur le dossier des sanctions qui sont devenues un mécanisme habituel de politique étrangère américaine, comment nous sommes, nous, les objets, les véhicules de ces sanctions, on subit. J'étais député à l'époque, c'est moi qui ai lancé le débat. Tu as fait un rapport marqué sur voilà, l'aviation extraterritoriale. Voilà, on retrouve la même chose aujourd'hui. Donc on est complètement dans la roue des Américains sur le système des sanctions, on est dans la roue s'agissant de la stratégie militaire à adopter en Ukraine, et là on voit bien que tout va se décider à la présidentielle américaine. Selon que ce soit Trump ou Harris, la guerre va s'arrêter, mais elle va rester plus ou moins rapidement, et nous suivrons, parce qu'on n'a pas vraiment d'idée originale ni de puissance sur cette affaire, on se contente de suivre. Et tous ensemble, nous sauver l'emploi. Face à la crise de l'industrie automobile en Europe, plusieurs syndicats français et européens se sont rassemblés devant le salon de l'automobile à Paris. Le groupe automobile Stellantis et l'équipementier Valeo ont supprimé des emplois et pratiquent la délocalisation à la recherche d'une main-d'œuvre moins chère. Les constructeurs occidentaux sont par ailleurs sous la menace des véhicules bon marché électriques chinois qui inondent le secteur. La Commission européenne veut imposer des droits de douane élevés à la Chine pour protéger les emplois de l'industrie automobile en Europe. Pour les syndicats, les taxes ne peuvent pas à elles seules sortir le secteur de la crise. On ne veut pas de ce personnage. Taxes is a kind of economic war, financial war, and this is for sure no solution. Donc avant de dire on va taper sur les Chinois, il faut aussi que les constructeurs français jouent le jeu et baissent leurs marges et reviennent aussi construire en France. Selon les estimations des syndicats, depuis 2012, en France, le secteur de l'automobile a supprimé 70 000 emplois. La tendance est la même dans toute l'Europe. Nous sommes de Belgique, mais pour nous, ce qui nous arrive aujourd'hui arrive dans toute l'Europe. On voit que dans beaucoup de pays, il y a des difficultés au niveau de l'industrie, il y a des fermetures d'entreprises, il y a des fermetures de sites et il y a surtout beaucoup de pertes d'emplois. La chute des commandes de véhicules électriques sur les marchés pousse le groupe Stellantis à baisser sa production et à mettre plusieurs de ses usines à l'arrêt au mois de novembre en Italie. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.